Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Crypto Technical Briefing, chers amis, ravis de vous retrouver mardi 24 mars 2026, alors que le marché action mondial, même globalement d'ailleurs, toutes les classes d'actifs, sell-off global qui a pris de l'amplitude, marché sous pression depuis le début des opérations militaires le 28 février dernier, et qui donc, entre le 28 février et le 23 mars, a subi une haute pression baissière, qu'il s'agisse d'ailleurs surtout du marché action asiatique, parce que vous le savez, c'est l'Asie qui dépend énormément pour son approvisionnement en pétrole et en gaz du détroit d'Ormuz, mais aussi le marché action européen qui a droppé, le marché action US, le marché obligataire qui a droppé du fait de la remontée des taux d'intérêt qui sanctionne le fait que les perspectives d'inflation remontent et donc que les banques centrales ne pourront pas baisser leurs taux avant longtemps, mais surtout cela peut aller très vite en fonction de l'évolution de la situation géopolitique. Vous le savez, chaque heure, cela évolue, mais il n'empêche que sur la période allant de la clôture du vendredi 27 février à la clôture du lundi 23 mars, il n'empêche que sur la période allant, je fais ça moi c'est pour que mes idées se mettent en place, je coupe rien, du vendredi 27 février au lundi 23 mars, sur cette période, le marché action s'est pris une claque. Le marché obligataire aussi. L'argent, moins 30%. L'or, moins 15%. Aucun endroit où se cacher aussi, bien sûr, les actions du secteur de la défense, ou encore, vous savez que le métal tungstène, par exemple, est décisif dans la fabrication de munitions militaires. Bon, sur la période, les gagnants, c'est qui? On va pas tourner autour de la table. Les gagnants, c'est qui? Le pétrole, le gaz, et de manière complètement étonnante, enfin gagnant, bien sûr, il faut peser les mots, mais Bitcoin a résisté, puisque Bitcoin est globalement flat. Alors, il était à 67 000 $ avant le début des opérations militaires. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il a surperformé. Alors attention, là aussi, il faut bien expliquer les choses. Surperformer ne veut pas dire monter. Surperformer les actifs risqués, mais surperformer même toutes les classes d'actifs, il a même résisté au rebond du dollar US. Surperformer peut signifier être flat quand tout le monde baisse, mais peut aussi signifier baisser, mais baisser moins vite. Donc, à la question de savoir est-ce que Bitcoin peut continuer à surperformer, oui, mais il peut baisser aussi, à un moment ou à un autre, et continuer son bear market cyclique, tout en surperformant. Mais peu importe, dans tous les cas, je vais à nouveau repasser en revue les choses sur le plan cyclique, mais tout ça est de bon augure, pas pour maintenant, mais pour l'après, le prochain cycle. Les choses se mettent en place, ça construit, to build, disent nos grands amis anglo-saxons, to build. La nouvelle régulation crypto arrive aux États-Unis, un accord arrive entre les banques et les acteurs crypto, un compromis est en train d'être trouvé sur la rémunération des stablecoins, la SEC et la CFTC sont désormais ensemble pour favoriser les cryptos, en lui donnant donc un cadre légal et même un cadre qui les favorise. Tout ça permettra d'avoir un prochain cycle beaucoup plus costaud que le cycle précédent, qui a été un cycle un peu décevant par rapport au cycle du passé. Mais attention, je vous parle là des 2 à 3 prochaines années. Ni aujourd'hui, ni cette semaine, ni même le mois prochain. Mais l'idée de construire des positions de moyen long terme. Bon, alors que chaque heure qui passe, le marché est soumis aux headlines géopolitiques. Ce que je vous propose de faire, première partie, stress géopolitique, on se refait un tour d'horizon complet de toutes les classes d'actifs, des meilleurs baromètres du risque. Où en sommes-nous? Marché action, marché obligataire, donc les taux d'intérêt, le marché d'échange, des indicateurs du risque alternatif, la volatilité, plein de choses. Donc où en sont les baromètres du stress géopolitique? Donc en temps réel, ce mardi matin, après toutes les news dont vous avez bien sûr pris connaissance depuis quelques heures. Deuxième partie, la surperformance de Bitcoin peut-elle durer? Peut-elle durer, c'est-à-dire, au pire des cas, baisser moins vite? Je vais traiter ce sujet. Dollar américain à la croisée des chemins techniques, il arrive sur son fameux pivot, qui peut
lui donner de l'upside de 5 à 10% de plus, ou au contraire le bloquer dans son rebond en place depuis le début du conflit. Bitcoin, là je refais un point cyclique, puisque à mesure que le temps passe, les prix évoluent. Donc à nouveau, worst case scénario. C'est quoi the worst case scénario? Le pire scénario qu'on puisse envisager pour le début de la phase de latéralisation. Et aussi, donc, un point technique sur les alts. On va parler de ETH, Solana, BNB et le jeton AAV ce mardi. Bienvenue, nouvelle édition du Cryptos Technical Briefing. Vous êtes joueur, vous voulez gagner un Bitcoin, vous voulez gagner 10 000 $ en Bitcoin? Eh bien, faites ce que vous faites d'habituellement. Continuez de trader avec votre compte. Continuez d'acheter et de vendre vos cryptos. Continuez de swapper des cryptos avec votre compte Kraken. Kraken, Bitcoin, Sweepstakes, le jeu concours du 11 mars au 13 avril. 100 personnes, 100 gagnants tirés au sort. Le premier gagne un Bitcoin. Les 5 suivants gagnent 10 000 $ en Bitcoin. Et ensuite, 100 personnes gagneront 100 $ en Bitcoin. Un Bitcoin plus 60 000 $ de gains en Bitcoin à gagner. C'est tout simple. Vous activez l'inscription au jeu concours sur Kraken et Kraken Pro. Ensuite, eh bien, pour chaque dollar tradé, vous gagnez une participation. Vous achetez, vous vendez vos cryptos comme d'habitude. Ça marche aussi avec la conversion de crypto-monnaie. Par contre, ça ne marche pas de fiat à stablecoin, entre stablecoin ou autre chose que les cryptos comme le marché action ou les bundles. Chaque dollar tradé, une participation. Vous pouvez aller jusqu'à 1 million de participations. Et à la fin, après le 13 avril, il y aura un tirage au sort et 100 gagnants seront désignés. Kraken Bitcoin Sweepstakes, chers amis, perdez pas de temps, inscrivez-vous, le jeu concours a commencé. Plus vous tradez, plus vous avez de chances de gagner le Bitcoin. Et n'oubliez pas, au fait, chez Kraken, ce que j'ai créé pour vous, mon bundle, ma sélection de crypto en cette année 2026 qui verra la fin du bear market cyclique pour repartir ensuite sur 3 années de tendance haussière de fond. C'est l'année où il faut commencer à réfléchir à une stratégie de DCA sur les bonnes cryptos et j'estime que, à mon humble avis, elles sont rassemblées, en tout cas pour une partie d'entre elles, dans mon bundle Kraken. Avec ces effets d'annonce et ces revirements de situation toutes les heures, nous n'y comprenons plus rien à la situation géopolitique. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on commence par les indicateurs de sentiment, tour d'horizon complet des baromètres du risque. Allez, je fais ça rapidement. Donc moi j'aime bien la section géopolitique de Polymarket. Ça permet de voir l'évolution en temps réel du sentiment sur un certain nombre de sujets. Par exemple, les spéculations sur la date d'un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Et typiquement, regardez la situation hier. Donc ça, ici, j'aime bien regarder ça. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses. Fin des opérations militaires, changement de régime. Bon, il y a beaucoup de bullshit dans tous les sens. Moi, je m'en sers parce que ce sont les indicateurs de la mesure du sentiment. Et donc ici, vous avez notamment la section des paris sur la probabilité d'un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Alors hier, la journée du lundi 23 mars, c'était n'importe quoi hein, sur les déclarations des uns et des autres, quand vous avez d'un côté Donald Trump qui annonce des pourparlers très avancés, un cessez-le-feu, cessation complète des hostilités, un très bon accord, puis que vous avez une heure après le président du Parlement iranien qui semble être l'homme fort qui dit non, absolument pas, on ne discute pas, on veut 100 milliards de remboursements, on veut plein de choses pour ouvrir les détroits d'Ormuz. C'est compliqué, le facteur temps continue de jouer contre les marchés. Chaque jour qui passe, hein, maintenant ça fera le 28 mars, ça fait un mois, on va rentrer dans la zone rouge, où là, chaque jour qui passe va commencer à rendre plus structurel l'impact sur l'inflation et écarter les reprises de baisse de taux. Donc bon. Alors, donc justement, hier, je regardais l'évolution de la courbe probabilité d'un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran au 31 mars. Et là, lorsque Trump a causé, c'est monté à 24%. Et là, aujourd'hui, ça retombe à 14%. Parce que le marché réalise qu'il n'y a pas grand-chose de concret. Mais voilà, ça en tout cas, c'est une mesure efficace une mesure efficace du risque géopolitique du moment. Alors bien sûr, le baromètre ultime reste le prix du pétrole. Donc regardez hier la bougie hier du prix du pétrole. Il commençait la séance en hausse à plus de 100 $.
Trump parle, ça tombe à 84 dollars. Donc, si vous voulez, c'est gigantesque. Hein. Le delta entre 100 dollars et 84 dollars en pourcentage, c'est gigantesque. Pour finalement finir à 88. Là, quand j'enregistre la vidéo mardi matin, je l'enregistre, il est 6h50 du matin. Eh bien, oui, j'enregistre tôt, j'ai plein de choses à faire ce matin. À plus 3%. Et donc, le marché se maintient toujours de part et d'autre de la zone soit de choc inflationniste, soit d'alerte rouge. Je vous ai déjà expliqué pourquoi, je ne reprends pas pourquoi j'ai mis cette libellé là, mais vous le savez. Et là, si vous voulez, à partir de la fin de la semaine, si on se maintient sur ces niveaux-là, ça va commencer à être compliqué. Donc oui, peut-on dire que cette semaine est encore... Nous en avons vécu ensemble des semaines décisives. Et là, j'ai quand même l'impression qu'on est un peu... Alors, c'est l'année du bear au final. Hein. Alors, c'est incroyable. Est-ce que c'est le cycle de 4 ans de Bitcoin qui crée les gros cycles macro, les gros cycles géopolitiques? On peut se poser la question, mais c'est l'année du bear. Et voilà. Donc, le prix du pétrole reste en zone compliquée. Un signal d'apaisement, ce serait de repasser sous les 80, ou au moins d'arriver à se maintenir entre 80 et 90 un certain temps. Vous avez toujours, pareil, donc du côté des contrats d'énergie, il faut suivre le gaz européen. Le gaz européen, lui, ça va. Nous ne sommes pas encore dans la situation d'explosion. Donc le TTF fait référence pour l'Europe. On n'est pas encore dans la situation de l'explosion de la guerre en Ukraine. Ce seuil-là, il faut absolument pas le faire sauter, puisque là, ça deviendrait compliqué, donc c'est chaud. Mais là, finalement, les choses sont davantage under control. Under control. Hors de contrôle. C'est d'abord hors de contrôle. Vous savez, il y a une émission, je ne sais plus sur quelle chaîne c'est, hors de contrôle, voilà, ils font ça parle de catastrophe. Ça parle de catastrophe. Mais donc, suivez ça. Polymarket, section géopolitique, ça vous donne des indicateurs de sentiment en temps réel sur la situation géopolitique. Donc, du côté des baromètres du risque et les indicateurs de sentiment, le pétrole, le gaz, bien sûr, mes amis, eh bien, le baromètre ultime, le S&P 500, le contrat futur S&P 500. Nous sommes toujours dans la même logique technique de renversement qui était similaire ici à la guerre commerciale, ou encore renversement ici du début du bear market de 2022, ou encore de la crise Covid. Je vous laisse zoomer, regarder la bougie d'hier. Hier matin, moi je me souviens, je suis parti à la salle de sport vers 11h30. Je pars lundi matin à la salle de sport, et tout était en drop. Tous les marchés actions, le pétrole s'envolait, Bitcoin, tout était en drop. Moi, je reviens de la salle, je regarde pas, etc. Puis là, je lance mon trading view. C'est quoi ce délire? Bitcoin était à -2, je le vois à +4. Le contrat futur S&P, je le vois à +2. Et donc, c'était entre-temps, je crois, vers 12h30. Donc, j'étais dans ma session de RPM. Je vois les annonces le fameux tweet de Trump. Voilà. Donc, c'est volatile, mais au final... Regardez ici les cours de clôture, donc c'est la ligne en noir ici, le marché quand même continue de baisser par étapes. Il y a des rebonds au gré des annonces, mais il n'y a rien de... la séquence baissière technique n'est pas interrompue, on ne casse pas de résistance. Il y a à chaque fois des rebonds intempestifs, mais ça retombe. Donc pour l'instant, voilà, le marché reste dans une situation volatile. Vous pouvez aussi regarder le VIX. Le VIX, il est là, le VIX, voilà, l'indice de la peur US. Donc concrètement, lorsque vous voyez, alors le VIX ne s'installe pas dans la grosse zone d'alerte, on voit qu'il tente d'y faire une pénétration, ça recule, c'est au gré des annonces, la situation reste quand même tendue, le régime de volatilité est élevé, ça signifie que les institutionnels augmentent leur exposition aux options put sur le S&P 500, short le contrat futur S&P 500, mais il n'y a pas encore de sell-off majeur. Nous sommes dans une phase de baisse, les indices européens ont perdu 10%, les indices européens souffrent plus que les US, que le S&P 500. Le S&P 500 a perdu 5%, mais voilà, il n'y a pas encore de décrochage majeur. Le vrai risque pour le S&P 500, ce serait de casser ce niveau, casser les 6540 points, et là, c'est le drop. C'est le couteau qui tombe assuré en direction de l'ancien record historique. Situation similaire à ce que fut la guerre commerciale ici
On voit qu'il y a eu bien 3 temps. Un premier temps, un rebond autour de la SMA 200 et un troisième drop sur l'ancien record. Donc là, on répéterait ce schéma. Bien sûr, c'est ce qui va se passer à moins d'une vraie évolution géopolitique favorable d'ici la fin de la semaine. Puisque un nouveau ultimatum de Trump a été reporté un jour. Enfin bon, bref, c'est le cirque géopolitique, c'est la cacophonie des déclarations quotidiennes. Du côté des baromètres du risque, il n'y a pas non plus d'apaisement sur, et ça c'est ce qui est le plus important, et c'est ça qui peut nous déstabiliser à terme, les taux d'intérêt, les anticipations d'inflation. Ce qui est très compliqué, c'est que le taux obligataire américain à 2 ans dépasse le taux actuel de la Fed. Le taux actuel de la Fed est à 3,75. Bon, c'est une fourchette, mais retenez 3,75. Le taux du marché est à 3,90. Ça veut dire que le marché anticipe une hausse de taux. Je vous rappelle qu'avant le conflit, on attendait Kevin Warsh ce printemps pour baisser les taux. Lorsque vous regardez l'outil CME Fed Watch Tool basé sur le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des fonds fédéraux, le marché n'attend pas de baisse de taux avant juillet 2027. Ça, ce sont les anticipations maintenant. Il faut bien vous dire que plus le conflit dure, plus le prix de l'énergie reste élevé, plus ça va s'étendre. Alors là, de telles anticipations, c'est parfaitement conforme avec notre bear market cyclique. Pour le coup, mais tout ça peut aller très vite en fonction de l'évolution de la situation, du prix de l'énergie, de l'ouverture ou pas du détroit d'Ormuz. Le marché action est baissier, il n'est pas encore survendu, le S&P 500 n'est pas encore survendu, ni sur le plan quantitatif. Là, vous avez le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Et lorsqu'en général, on arrive en zone très basse, on n'est pas loin du bottom. Là, c'était par exemple le bottom d'avril 2025 suite à la guerre commerciale. Nous sommes quand même il y a 27% d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, donc il y en a 75 en dessous. On n'est pas encore, si vous voulez, il n'y a pas eu encore la grosse rouge, le gros sell-off, la grosse capitulation. Le marché est sous pression, mais il n'y a pas de capitulation. Cette capitulation, elle va arriver si la situation, s'il n'y a pas une amélioration géopolitique claire d'ici la fin de la semaine, attendez-vous vraiment à ce que début avril soit catastrophique. Bon, après voilà, on peut dire ce qu'on veut à 6h50, à 7h02 maintenant, et la situation peut être différente à 7h10 en fonction des déclarations des uns et des autres. Ok, donc, dans ce contexte qui est exceptionnel, des baromètres du riche, j'en ai plein d'autres, mais là c'est le baromètre essentiel. Dans ce contexte, je vous ai remis ici l'évolution des actifs, d'une sélection de tous les actifs depuis un mois. Donc la performance à aujourd'hui par rapport au cours de clôture du 27 février 2026. Eh bien, nous ne pouvons qu'admettre la surperformance de Bitcoin. Alors, surperformer, ça ne veut pas dire monter, ça veut dire faire mieux. Les marchés, les actifs risqués ont chuté. Bitcoin est en petite hausse quand même, il est flat. Alors, regardons en détail. Depuis le début du conflit, moins 20 pour l'argent, moins 15 pour l'or. Oui, l'argent et l'or sont déglingués. Pourquoi? Parce qu'ils avaient monté avant, parce que c'était une bulle spéculative, parce que les taux remontent, parce que le dollar remonte, corrélation inversée avec les taux de dollar. Et parce que ça fait déjà des mois que ça monte. Donc c'est prise de profit. Et puis surtout, quelle est la classe d'actifs qui actuellement est en train de gagner? Je vous la montre. À votre avis, quelle est la classe d'actifs qui est en train de gagner? Non, c'est pas les obligations, c'est pas les actions, non plus. C'est pas le Bitcoin non plus, non. Je vous la montre tout de suite. C'est l'argent, c'est le cash. En un mois, la part du cash chez les gérants est passée de 3,5 à 4,3%. Donc, à ceux qui se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'or et l'argent ne montent pas? C'est parce que c'est le cash, ce sont les liquidités qui sont gagnantes. Face à un risque systémique, on revient en cash. Assurez-vous, l'or et l'argent finiront par reprendre leur tendance haussière, notamment lorsque l'argent aura retesté son ancien record à $50. Il faut laisser la poussière retomber. Bientôt arrive la stabilisation de l'or et l'argent, ça repartira. Pour l'instant, ils souffrent de la remontée des taux et la remontée du dollar. En tout cas, ça c'est un des baromètres ultimes du risque, la remontée de la part du cash chez les gérants. Et ça, ce sont les données de la dernière étude BOFA. Je pense que la prochaine, qui sera mise à jour mi-avril, la part du cash va remonter à 5%. Les fins de bear market, c'est lorsqu'en général, la part du cash arrive entre 5,5 et 6. Donc, vous voyez, pour le moment, on n'y sommes pas. Mais ça va remonter très vite. Et donc, depuis le début du conflit, l'or et l'argent chutent, les indices boursiers font moins 10, le marché obligataire fait moins 4 parce que les taux remontent. Et qu'est-ce qu'on a en hausse? Le dollar, les taux, Bitcoin, ETH, le pétrole et le gaz. Le gaz plus 93%, le pétrole plus 33%,
ETH plus 13, Bitcoin plus 7, les taux plus 7. Donc oui, il y a une réalité de surperformance une réalité de surperformance du BTC, et on le voit aussi très bien, et ça c'est ce qu'on avait vu ensemble, alors c'est comme ça, c'est peu importe, ça n'a pas du tout anticipé le conflit, mais l'analyse technique, rappelez-vous, avant le conflit, l'analyse technique des ratios Bitcoin-argent et Bitcoin-gold montrait que nous étions en zone basse, en zone de bottom long terme. Donc d'un point de vue relatif, l'analyse technique des ratios nous disait Bitcoin, ces prochaines semaines, va surperformer l'or et l'argent. Mais ça ne permettait pas de savoir ce qui allait se passer en absolu. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu la surperformance, l'or et l'argent sont effondrés, et les cryptos sont en petite hausse. Mais l'or et l'argent auraient pu s'effondrer, et Bitcoin être stable. Ou l'or et l'argent auraient pu s'effondrer, et Bitcoin un peu baisser. Dans tous les cas, le ratio remontait. Parce que c'est la surperformance. C'est juste faire mieux d'un point de vue relatif. Mais en tout cas, les ratios Bitcoin Gold et Bitcoin Silver ont fait leur bottom. Dans le passé, ça correspondait aussi au bottom absolu en dollars. Là, c'est pas certain. Alors, je pense toujours, moi, qu'il manque à un moment ou à un autre le dernier drop dans la zone des 50. 50-55. Voilà, bon, bref, on verra. En tout cas, Bitcoin, donc, surperforme. Et l'analyse technique des ratios suggère que cette surperformance pourrait durer, et en grande partie aussi parce qu'il y a déjà eu un sell-off majeur sur le BTC, parce que les nouvelles positions sont short, parce qu'il y a quasiment plus de positions longues, à effet de levier à prendre à revers, donc c'est tout ça aussi, il y a des explications qui sont réelles, qui sont réelles. Ok, bon, alors, le dollar US est à la croisée des chemins. Le dollar US est à la croisée des chemins, mais il n'a pas. Donc le dollar, alors, le dollar est le gagnant du conflit. Depuis le début du conflit, c'est la seule devise majeure en hausse. Les institutionnels, les instits, sont en train d'augmenter leur position short euro-dollar. Ce n'est pas non plus une explosion des positions short euro-dollar. On raisonne à l'envers sur le dollar US. D'un point de vue technique, même si le dollar est gagnant depuis le début du conflit, il n'a, de manière incroyable, toujours pas validé de signal de renversement haussier. C'est assez dingue quand même. Ça montre à quel point il y a quand même une défiance vis-à-vis de l'économie américaine, vis-à-vis des conneries de l'administration Trump, pardonnez-moi. Il est 7h07, je suis fatigué. Et tout ça. Mais c'est vrai que c'est fou, on se demande qu'est-ce qu'il faut. Alors, si, autant vous dire que si là, ça s'éternise, que les anticipations, que l'inflation remonte, que la Fed ne touche pas assez tôt jusqu'à 2027, à un moment ou à un autre, le dollar va casser la résistance. C'est vrai que pour le moment, c'est pas le cas. Même ça, moi, je surveille ça tout le temps. Parce que pourquoi je surveille? Parce que si le dollar casse ce niveau, il va pas là, il va pas là, il va là. Si le dollar casse ce niveau pivot, il prend 6% de plus. C'est l'eurodoll qui tombe à 1,10. Voilà. Pour l'instant, c'est pas le cas. Si le conflit s'arrête cette semaine, le dollar ne donnera pas ce signal. Parce que si le conflit s'arrête cette semaine, l'eurodoll remonte à 1,20. Et donc le dollar repart au sud. Vous comprenez ou pas? Ok, donc, alors, Bitcoin sur le plan technique, c'est la même pattern qu'on a fait ici mi-janvier, avec beaucoup de différences. Première différence importante, nous sommes dans un cadre weekly qui n'est plus du tout le même. C'est ce que je vous montrais avec le RSI weekly du ratio Bitcoin Gold, Bitcoin Silver, et je vous montre aussi le RSI weekly du Bitcoin USD. Nous sommes dans les zones qui ont terminé le bear market. Alors on s'y trouve, on y arrive 5 mois après le début du bear, alors qu'un bear dure en moyenne 12 mois. En même temps, ce cycle de 4 ans, tôt ou tard, il va arrêter d'exister. Le halving ne pèse plus comme avant. Donc où est le piège? Bon. Dans tous les cas, la différence, elle est que là, on donne des pré-signaux d'entrée en phase de latéralisation. Ce qui n'était pas du tout le cas dans ce petit range ici. L'autre différence majeure, c'est que dans le range qu'a fait Bitcoin ici, parce que beaucoup comparent ce range à celui-là. Donc si vous comparez ce range à celui-là, c'est qu'à un moment ou à un autre, on drop et qu'on ira à 50. Ce qui est possible, moi je pense toujours qu'on ira à 50. La différence, c'est est-ce qu'on va y aller maintenant? C'est vrai qu'on avait 1000 raisons depuis le début du conflit d'y aller. Franchement, il y avait 1000 raisons d'y aller. La différence, c'est que ici, il y avait un max de position à l'achat avec effet de levier. Et tout le monde achetait. Donc là, c'est tous leurs stops qui sont pris. Là maintenant, la capitulation a tellement été incroyable dans ça, je vous ai montré le SOPR récemment, plein de fois. Là, il y a quasiment plus de position longue à effet de levier à prendre.
les holders de long terme ont cessé de revendre, ou en face direct, les instituts achètent via les ETF. Et en plus, ça short. Donc, où sont les stops? Les stops qui sont à prendre, en cas maintenant, mais ça peut changer, c'est les stops des vendeurs. Donc, c'est pour ça, pour l'instant, que ça tient. Alors, d'un point de vue technique, peut-être qu'en fait, là, on fait un truc comme ça, qu'on va tester la trend et qu'on va faire ça. Bon, dans tous les cas, au stade actuel, c'est un petit miracle que depuis le 28 février, le marché soit simplement rangy. Pour autant, il est rangy, il ne dépasse pas de résistance. D'accord? Il faudrait être capable de faire sauter les 75. De toute façon, c'est simple. Hein. Retenez, c'est 65, 75. Voilà. On pète 65, bah c'est parti. Hop, on va au prochain. On descend d'un étage. On va voir, on ira chercher les zones où est attendue la fin du bear. On fait sauter 75. Je pense qu'on attaquera la trend et qu'on peut même aller chercher les 84. Pourquoi les 84? Parce que c'est la moyenne mobile. C'est la moyenne mobile à 100 semaines, même elles sont plus haut en plus. Bon. En tout cas, voilà, pour le moment, c'est un marché rangy. Toujours Bitcoin complètement enfermé dans son coût de production moyen. Là, on voit qu'il continue de balayer la zone, hein, 75 pour la zone haute, 63 pour la zone basse. Là, il est en plein milieu de sa zone de coût de production, en plein milieu d'un range, donc tout est parfaitement neutre. C'est pour ça que quand on parle de surperformance de Bitcoin, on parle surtout d'un truc qui est flat, alors que les autres actifs risqués corrigent. Mais en même temps, Bitcoin avait corrigé avant, et les actifs risqués, les autres étaient tout en haut. This is the main difference. Quel est le potentiel de baisse ou réellement, à un moment ou à un autre, moi je pense qu'on peut aller terminer le bear. Donc, il y a plein d'approches, mais elles donnent à peu près toute la même zone. Je vous les résume pour la fin du bear, la jambe finale. En termes de retracement, la fin du bear, je l'attends minimum sous le 61,8, comme ici à l'ancien, comme historiquement. Et sous la moyenne mobile à 200 jours, 200 semaines, arithmétique. Donc, quelque part entre, retenez bien, 49 et 57. 49 et 57 pour le retracement. Le CVDD, qui est de loin, je dis bien de loin, parmi tous les indicateurs on-chain, le meilleur, le plus précis, le plus puissant de tous les indicateurs on-chain pour avoir attrapé au dollar près tous les bottoms de bear market de Bitcoin. Il est à 47. Il est à 47. Alors lui, ça continue de remonter, mais il est à 47. C'est un fait, c'est le prix que tout le monde attend. Alors à un moment ou à un autre, le problème, c'est que si tout le monde l'attend, vous connaissez la chanson. En tout cas, c'est moi la zone de prix, si vous voulez, 47, 47, 55, 47, 55, c'est vraiment la zone qui me semblera d'un point de vue technique parfaitissime pour massivement re-rentrer. Chose c'est, allons-nous y aller? Nous allons y aller si les standards du bear market de la théorie du cycle de 4 ans fonctionnent à la fois en temps et en prix, nous irons. Si l'année 2026 est l'année qui voit la fin définitive de ce cycle de 4 ans brisé à sa base avec un halving qui pèse plus rien, et parce qu'en face il y a une institutionnalisation qui le brise, nous n'irons pas. Et si un jour ce marché se relance, il partira sans vous. Parce que eh bien, vous attendiez le prix parfait, les 47K. Voilà les données que vous devez avoir en tête. Je continue. L'autre marché, l'autre indicateur de bottomisation, de zone d'entrée en bottomisation, c'est le realized price, prix réalisé, le prix d'achat moyen des investisseurs, est à 54. Donc on a du 47, du 54, on retrouve mon intervalle retracement 49-57, et on peut y ajouter encore le Cantil Model, qui est une expression visuelle, une représentation statistique de la loi de puissance, la Power Law, qui aussi a été relativement assez précis pour choper les bottoms de bear, nous donne 55. Donc, au final, on a une zone de 47-55. Tout ça pour dire que si à un moment ou à un autre, Bitcoin doit, avec la pression du marché, passer en dessous de son coût de production, comme il a déjà fait par exemple à la fin du bear de 2018,
Ça veut dire que la zone de coût de production, là, elle est à 62. Donc ce serait cohérent avec aller chercher cette zone des 47,55 pour commencer la vraie latéralisation, celle où tout porte à croire que c'est là qu'il faudrait re-rentrer massivement. Voilà. Et c'est vrai que là, depuis le début du conflit, c'est ce que tout le monde attend, c'est ce que la majorité joue, puisque l'essentiel des positions, là, je veux dire, sont short, et que personne n'achète. Parce que tout le monde attend ce dernier drop. La question est, tout le monde attendant ce dernier drop, aura-t-il lieu? Bien sûr que, là aussi, c'est le facteur temps. Ok, alors un mot rapide sur les autres, mais rien n'a changé. En fait, je n'ai absolument rien de nouveau à dire sur ETH, puisque c'est le même topo que Bitcoin. La zone de fin de bear attendue, elle est plutôt comprise entre 1400 et 1700. On est juste un étage au-dessus. Pour autant, c'est comme Bitcoin, ils sont tous pareils. Regardez. On a une descente, une trendline et des ranges. Une descente, une trendline et des ranges. Et vous avez le nuage journalier du système Ishimoku. Une trendline, le nuage journalier du système Ishimoku et des ranges dont à chaque fois le marché sort par le bas. Eh bien, la situation est identique pour ETH en données journalières. On a ce range, mais ça tient. Alors, est-ce qu'il faut encore dériver, tester la trend, repartir au sud? Pour l'instant, le marché est à l'intérieur. Alors, Sol, moi, vous savez, quand je regarde Solana, j'ai l'impression que ce machin fait son bottom. Déjà, regardez le RSI. On est ressorti par le haut de la zone de survente. C'est le même. Ça ne matche pas d'un point de vue temporel, mais d'un point de vue des prix et du RSI, le bottom est fait sur Solana. Où on est, en tout cas, on est dans la phase de latéralisation. En plus, lui, il a pris le 78,6. Il a fait sa mèche. Alors après, voilà, moi je veux dire, sur Solana, entre 50 là et les 70, ça se paye. Lui, le sol, il est en plus en train de, par dérive latérale, dépasser la trend. Mais c'est pareil, il est toujours couvert par le Kumo du système Ishimoku. Il n'y a pas de signal de force non plus. Elles sont toutes BTC, ETH, Sol dans la même configuration. AAV, vous savez, AAV, vous allez être obligé d'en payer. Pourquoi? Alors la finance décentralisée, c'est la finance qui est logée sur la blockchain. Dans les activités de lending, de prêt, vous avez donc AAV, vous avez Morpho, et vous avez Compound, COMP. AAV, c'est le leader. C'est fondamentalement un truc de malade, les institutions massivement. Ce qui me dérange, c'est qu'on n'a pas pris la mèche ici à 79. Mais ce que je vous dis, moi, c'est que du AAV entre 79 et 95, ça se paye. Du AAV entre 79 et 95, ça se paye pour le prochain cycle. Et les jetons de la finance décentralisée, si le Clarity Act finit par enfin passer aux États-Unis, ça fera partie des jetons les plus favorisés. Parce que ça donne un cadre à la DeFi et aux activités de la finance décentralisée. Chers amis, merci à toutes et à tous de votre attention. Il est 7h18 du matin, je m'en vais prendre un thé vert et je vous dis à bientôt, salut.